La lutte contre le Zika se poursuit. 500 cas évocateurs étaient enregistrés au début de ce mois et 88 confirmés. Mais pour les autorités, le chiffre réel est bien plus élevé. Le point à suivre sur le renforcement des mesures de lutte contre la maladie. Une pétition en ligne pour faire reconnaître les droits des peuples autochtones. Elle a été lancée par un jeune Guyanais amérindien engagé dans la cause. 35 000 signatures sont déjà enregistrées. Et puis nous parlerons handisport avec notre invité ce soir. Le président du comité handisport nous dit tout sur les équipements guyanais en la matière. Entretien à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre session d'information. On commence ce soir avec un point d'étape sur la lutte contre l'épidémie du Zika qui se renforce. Au 4 février dernier, 500 cas évocateurs étaient enregistrés et 88 confirmés. Pour les autorités, le nombre de cas est en réalité bien plus important, mais la mise à jour des chiffres a été retardée par le carnaval. Le point sur la situation avec Xavier Paul Lepelletier. Les symptômes du virus Zika commencent à être bien connus de la population, de même que les classiques précautions d'usage pour s'en prémunir. Mais avec un territoire désormais en phase épidémique, de nouveaux moyens sont mis en place et certains sont décidés à l'échelle nationale, comme la mobilisation de réservistes sanitaires pour la Guyane et les Antilles. Quiconque peut être réserviste, quelle que soit la qualification. On a des professionnels de santé, mais aussi des logisticiens, d'autres qualifications. Ils sont en activité ou ils sont jeunes retraités, mais toujours actifs, donc avec ces compétences. Et les PRUS évaluent les besoins, mais en préalerte, c'est-à-dire recensent les qualifications qui seront nécessaires pour les Antilles et la Guyane, constitue déjà un contingent prêt à être mobilisé le jour où nous aurons besoin à faire face à un afflux de personnes liées à des formes sévères ou au renforcement de la surveillance des femmes enceintes. Concernant ces personnes les plus à risque, les PRUS a décidé pour la Guyane de renforcer certains équipements. Ce sont 2 respirateurs supplémentaires qui ont été attribués à Cayenne et qui sont en cours d'acheminement, qui devraient arriver dans les tout prochains jours. Ce sont des équipements de réanimation pour faire face à d'éventuelles formes sévères. Si l'épidémie est rapide, elles peuvent survenir simultanément et ça nécessite dans ce cas-là un renforcement de nos capacités en réanimation. Donc voilà, ces respirateurs sont faits pour ça. Et on a d'autre part aussi un renforcement lié à la surveillance des femmes enceintes qui va s'accroître dans le temps au fur et à mesure de l'épidémie avec des échographies supplémentaires qui sont mises en œuvre, qui nécessitent des compétences humaines, mais aussi des appareils. C'est le cas notamment à Saint-Laurent avec un échographe mobile. Au-delà de ces dispositifs invisibles mais essentiels, il y a un autre moyen de lutte contre le Zika que certains Guyanais connaissent déjà, la bégonnette, qui fait ce matin son grand retour. Les rotations ont commencé donc depuis ce matin, donc sur l'île de Cayenne, donc Matoury, à Kourou et Saint-Laurent, donc de 4h du matin à 6h30. Le produit est stocké dans ce bidon-là. Vous avez une cuve à essence, bien sûr, pour faire tourner la machine. Vous avez un système de brumisation, et le produit passe par ce circuit et sort ici. Toujours afin d'améliorer la lutte antivectorielle, la préfecture organise demain une matinée visant spécifiquement les voitures abandonnées au bord des routes. Et une des raisons de ce renforcement de la lutte contre le Zika réside dans les soupçons de microcéphalie pour les nourrissons. Les femmes enceintes sont donc suivies de près en cas d'infection et surtout dans la prévention. Mais justement, une étude de scientifiques sud-américains pourrait bien renverser la situation. Selon eux, les insecticides utilisés contre les moustiques pourraient être à l'origine de cette pathologie infantile. Ça n'est pas le point de vue du médecin de l'Agence régionale de santé. On l'écoute. Le Zika, c'est un virus nouveau, c'est ce qu'on appelle un virus émergent, c'est-à-dire c'est un virus qu'on connaît assez peu, qui est apparu pour des épidémies de grande ampleur depuis très peu de temps, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une épidémie très importante au Brésil l'année dernière et qu'il y a eu une coïncidence qui a fait qu'il y a eu l'apparition de malformations des enfants qui sont nés de mamans qui avaient été enceintes pendant l'épidémie de Zika. Donc il n'y a pas eu de relation de cause à effet
faits qui ont été formellement établis, mais le fait que ces malformations soient apparues en nombre au moment d'une épidémie de Zika a fait d'abord penser que c'était le virus lui-même qui pouvait être à l'origine de ces malformations. Alors, ce sont des hypothèses. Les chercheurs sont en train justement d'essayer d'établir la cause. Il y a des études qui sont en cours en ce moment. Donc récemment, le Brésil a mis en avant d'autres possibilités telles que ces insecticides. Mais bon, il faut prendre tout ça avec précaution parce que ce ne sont pas encore des liens formellement établis. Et dans l'actualité, ce tragique accident ce matin causant la mort d'un homme plein travail sur le terrain de l'IRD sur la route de Montabo. Employé d'une société d'élagage, il coupait un arbre lorsqu'une branche lui est tombée dessus et le choc lui a été fatal malgré l'intervention rapide des pompiers et du SAMU. Mia Pierre. C'est ici, route de Montabo, qu'un jeune homme a perdu la vie ce matin, un ouvrier de la société Amsud Élagage. Les faits se sont déroulés à l'Office national des forêts. La victime travaillait sur cet arbre avec une tronçonneuse lorsqu'une branche lui est tombée dessus. Après une demi-heure d'efforts des pompiers et SAMU, le médecin déclare le décès. C'est qu'on a été alerté donc pour une branche d'arbre qui avait blessé donc une personne et que la personne est inconsciente. Donc quand l'équipe est arrivée, ils ont dégagé la personne pour lui prodiguer les soins. Elle est inconsciente effectivement, et que donc ils ont fait le nécessaire. Ensuite, vu son état, ils ont sollicité le SAMU. Le SAMU est arrivé, nous avons travaillé en collaboration. Et après, donc, le médecin a déclaré la victime était décédée. Puisque ce qu'on voyait, ce qui était apparent, c'était qu'il y avait un grand balafre au-dessus de la carte sourcilière. Et c'est tout. Donc après, je ne sais pas s'il y aura une autopsie qui sera faite. Pour ça, il n'y a pas, visuellement parlant, il n'y avait que ça, ce grand balafre profond qu'il y avait au visage. À l'origine de ce drame, une branche mal sciée, un accident de travail qui aura coûté la vie à un ouvrier de 26 ans. Elle revient aux commandes. Carole Ostorero succède à Gauthier Hort à la tête de la FEDOMG, la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. La décision a été prise lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue hier soir. La nouvelle présidente repart pour 2 années à un poste qu'elle a occupé juste avant son prédécesseur et de nombreux dossiers importants l'attendent. La réforme du code minier, par exemple, la formation ou encore la détaxation du carburant. On écoute Carole Ostorero au micro de Mia Pierre. La réforme du code minier, qui est un point très important, nous sommes un territoire minier, évidemment, et nous devons nous mobiliser fortement pour que le gouvernement débloque cette situation que nous attendons maintenant depuis plus de 6 ans. Ensuite, évidemment, il y a l'accompagnement des entreprises au quotidien face à leurs difficultés et les contraintes administratives auxquelles elles font face. Il y a le sujet épineux que nous connaissons maintenant depuis longtemps qui est le GNR, donc le carburant pour les détaxer pour les entreprises, la formation, l'apprentissage et puis un sujet très important, c'est l'accompagnement des multinationales avec leurs projets, leurs grands projets miniers comme Montagne d'Or ou Harmonie ou même la nouvelle découverte Espérance, un accompagnement pour favoriser l'implantation de ces entreprises et c'est très important pour notre secteur minier. Ce sont des sujets que nous menons de longue date, donc ce sont des sujets difficiles, mais nous sommes tous mobilisés dans ce sens. En bref, le président de la collectivité territoriale a décidé, suite à une rencontre aujourd'hui avec Monseigneur Lafont, de reprendre la rémunération des prêtres dès ce mois-ci. Le président du département, Alain Thiennion, on le rappelle, était entré en conflit avec l'Église et l'État en cessant de payer les salaires des prêtres. Rodolphe Alexandre a annoncé une reprise des paiements avec un effet rétroactif des sommes dues et non acquittées depuis la suppression des règlements depuis début 2014. Le président de la CTG a néanmoins affirmé une volonté de retrouver une issue définitive à ces dossiers dans les 2 ans qui viennent.
Et il s'est exprimé justement sur le déficit de la collectivité à son retour de la réunion qui s'est tenue à Matignon au début de ce mois entre le Premier ministre et les 18 représentants de régions. Pour Rodolphe Alexandre, le déficit de 27 millions d'euros de l'ancien conseil départemental est une des causes du mauvais départi financier de la CTG. L'ex-présidente de l'instance, Alain Thiel-Young, répond. Aujourd'hui, il prend comme prétexte ce prétendu déficit de 27 millions d'euros qu'aurait laissé la collectivité départementale. Exercer des responsabilités sur les missions de l'ex-conseiller général, effectivement, le prive de moyens financiers pour pouvoir effectivement remplir toutes les promesses qu'il aurait faites pendant la campagne. Et notamment la distribution, comme l'a rappelé le journal Capital au mois de novembre, de subventions sur la base du clientélisme. Donc effectivement, s'il est privé de ça, je peux comprendre qu'il soit aux abois. Mais en tout cas, il ne sera pas de la responsabilité, il n'est pas de la responsabilité de l'ex-conseiller général. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes de 2012 qui dit que le conseil général est l'un des départements les moins endettés. Je vous rappelle tout simplement à des données de Bercy qui rappellent que l'ex-conseil général faisait partie des 3 départements les moins endettés de France, à côté de l'Ariège et de l'Indre. Donc aujourd'hui, je ne suis pas étonné de cette déclaration du président de région qui a toujours pour habitude de se défausser face à ses responsabilités. Mais je lui rappelle que loin d'être écarté de la chose publique, l'opposition tiendra sa place au sein de cette collectivité. Nous serons force de proposition, mais pas force qui sera là pour avaler des couleuvres. Et restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons le combat mené en ce moment en Martinique pour protéger les citrons de 2 bactéries. Et puis nous recevrons ce soir le président du comité handisport de Guyane. Nous évoquerons ensemble les dispositifs mis en place en la matière dans notre département. Protéger les citrons des maladies. Voilà la mission que s'est donnée la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Martinique. Dans son viseur, 2 pathologies, la HLB, pathologie qui jaunit et dessèche les agrumes, et le chancre citrique qui fait naître des pustules sur les citrons. Pour éviter la propagation de ces bactéries, les arbres contaminés sont tout simplement abattus. Conséquence, les citrons risquent de se faire rares sur les étals des marchés dans quelques mois. Sabrina Doré et Louis Sabas. Il y a encore 2 mois, ce terrain en friche était une plantation de citronniers. Aujourd'hui, Roger a tout perdu, 1 hectare qui allait entrer dans sa première année de production qu'il a dû sacrifier à cause du chancre citrique, une maladie qui attaque les agrumes. Comme vous voyez, j'étais obligé de tout détruire, couper et de brûler tout brûler. Ouais, il fallait détruire ces arbres-là. Ça a été une rude épreuve pour moi. Ah oui. Une décision qu'il a dû prendre à la demande de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en pleine campagne de lutte contre 2 maladies qui frappent les agrumes en Martinique, le chancre citrique et la HLB. Tous les arbres contaminés doivent être abattus pour stopper l'épidémie. Pour le chancre citrique, il y a le chancre sur le fruit, donc c'est peu ragoûtant, on va dire qu'on n'a pas envie de consommer ce genre de fruit. Mais si l'on demande très rapidement l'abattage d'un arbre contaminé, c'est avant tout pour éviter qu'il contamine les autres arbres du département. Donc plus on va aller vite dans l'éradication, dans l'arrachage de l'arbre, moins on a de chances que le vecteur contamine d'autres arbres. C'est pour ça que nous demandons aux agriculteurs, aux professionnels qui ont des vergers, d'abattre tous les arbres qui sont positifs, ainsi que ceux qui sont à proximité, qui ont une grande chance d'être contaminés. Pour l'heure, les conséquences ne se font pas ressentir dans les rayons des fruits et légumes. De décembre à avril, les agrumes proposés sont importés. Si l'épidémie n'est pas maîtrisée d'ici le mois de mai, il faudra trouver une solution pour satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, le plan B, ce sera forcément de l'import, soit de la Colombie ou d'autres origines, si évidemment le phytosanitaire l'accepte au contrôle. Une fois le mal diagnostiqué chez un agriculteur, les services de la DAF étendent leurs analyses à 4 km à la ronde, même chez les particuliers. Pour éviter la propagation des maladies qui se transmettent soit par l'eau de pluie, soit par des moucherons, les propriétaires sont invités à respecter les mises en demeure.
Une pétition pour la reconnaissance des peuples et des cultures amérindiennes. Elle a été lancée en ligne le 11 février dernier par un jeune homme, Alexandre Sommier-Chachelet. Lui-même métis amérindien, il est engagé dans la cause pour la reconnaissance des droits autochtones, l'accès au foncier étant notamment une problématique récurrente. La pétition a déjà recueilli près de 35 000 signatures en seulement 5 jours. Ayodele Sharma. Préservation des connaissances médicinales ancestrales, mais aussi accès à la propriété foncière et lutte contre le suicide des jeunes Amérindiens. Cette pétition revient sur les difficultés rencontrées par les Amérindiens de France. J'attends clairement la ratification de la convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail qui reconnaît en fait les droits des peuples indigènes et qui par sa ratification contraindrait l'État français à adopter les lois, les mesures nécessaires pour répondre aux revendications des peuples autochtones de Guyane. Cette convention a été adoptée en 1989 et la France ne l'a toujours pas ratifiée, contrairement à son voisin brésilien. Son argumentation, la République est une et indivisible par son territoire et les composantes de sa population. Un argument que réfute le chef du village de Sainte-Rose de Lima. Pour eux, on n'a pas besoin de ça. Alors que nous, on a besoin de ça pour sauvegarder notre tradition et notre culture. Parce que si on n'est pas reconnu internationalement, on ne peut rien faire. Il y a d'autres communautés qui ont les 3 jours de commémoration, il y a les Hmong qui fêtent 2 fois leur nouvel an. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas grand-chose. Mais cette reconnaissance va nous permettre vraiment d'exister au sein de la population guyanaise. Ce village fait face à des problèmes de surpopulation. 20 hectares pour 500 personnes, un cas parmi bien d'autres, dû à la difficulté de l'accès au foncier. Cela nécessite une réforme du droit tel qu'il existe aujourd'hui. Il est possible d'avoir des zones de droit d'usage collectif qui permettraient justement aux Amérindiens d'obtenir plus de terrain aux abords des villages. C'est vraiment une question primordiale et je dirais même c'est une réparation au vu de l'histoire. Nous avons besoin de retrouver nos terres ancestrales. On dénombre environ 9000 Amérindiens en Guyane, soit 5% de la population. Cette pétition a notamment été adressée au président de la République. Elle a recueilli 35 000 signatures en moins d'une semaine. Je rejoins maintenant notre invité ce soir, le président du comité handisport de Guyane, Paulin Félix. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le groupement d'intérêt public Guyane Base Avancée a accueilli hier le triple champion handisport de natation David Smetanine. Pendant 13 jours, il va s'entraîner sur le territoire. Il est accompagné de Florent Bardin et du nageur guyanais Jean-Rowan Chocho. Il s'agit là d'un stage de perfectionnement en vue de championnat de France pour les 2 jeunes espoirs et puis une préparation aux Jeux paralympiques de septembre pour David Smetanine. On parle ensemble de tout cela dans quelques instants, mais d'abord, on voit un reportage. Les premières brasses ont commencé très tôt ce matin pour David Smetanine. Arrivé hier, ce multiple champion du monde handisport de natation n'aura pas attendu avant de plonger dans les eaux de la piscine olympique de Baduel. Et au programme, un échauffement bien fourni. 25 body, 25 brasses, sur petits appuis, derrière crawl, placement, 25 amplitude, 25 meilleurs rendements, 25 dos, 4 fois. Préqualifié pour les Jeux Olympiques de Rio en septembre de cette année, David vient au plus près du Brésil afin d'évoluer sous des conditions climatiques semblables. J'ai déjà 1,5 pied à Rio, maintenant il faut travailler pour aller chercher le podium comme je l'ai fait au monde l'été passé. Et comme quoi ça m'a réussi puisque je rappelle que j'étais malheureusement victime d'un accident en 2013, une fracture à la hanche, qui a été compliquée pendant 2 ans. Et l'année passée, un moment où je ne m'y attendais pas trop, on venait en Guyane, je nageais pas du tout en crawl, la jambe qui tirait, des rétractions musculaires, articulaires, des hésitations qui fait que je suis vraiment pas bien. Et première séance dans l'eau, en arrivant de l'avion, pareil, je me remets à nager en crawl parfaitement, je suis bien aligné, etc. Je pense que le climat m'a beaucoup aidé pour être plus détendu musculairement aussi et sur les aspects cutanés et musculaires. Et forcément, ça a un impact sur le côté physique, quoi. 2 jeunes espoirs de la natation handisport française l'accompagnent. Florent Bardin, multiple champion de France, mais aussi un visage bien connu des Guyanais, Jean-Rowan Chocho. Ils se préparent eux aussi à un challenge de taille, les championnats de France. David, c'est vrai que c'est un nageur exemplaire parce que ça fait des années qu'il est dans les circuits et c'est toujours un grand plaisir de le voir et c'est vrai qu'il
il est vraiment très motivé et toujours présent et à l'écoute. C'est vachement motivant de nager avec un champion paralympique. Et là, on se prépare pour les championnats et comme David, il se prépare pour les Jeux de Rio, donc on fait à peu près la même chose que lui, sauf que lui, c'est un peu plus, quoi. Plusieurs moments d'échange sont prévus dans des structures spécialisées avec des sportifs en situation de handicap pendant le temps de leur séjour. Donc pour ce reportage signé Jonathan Lariot, Monsieur Félix, alors en fait voilà, la Guyane sert enfin de terre d'entraînement pour des champions de haut niveau handisport. C'est une première ? C'est une première, grâce à la base avancée. Et alors qu'est-ce que cela représente pour vous et puis qu'est-ce que cela va représenter pour le milieu ? Du coup, ça pourra montrer aux personnes en situation de handicap en Guyane que ce n'est pas une fatalité, le handicap. Et donc, je pense que ça va peut-être aussi éventuellement susciter des vocations. Pas forcément au haut niveau, mais au moins sortir de chez eux, au moins d'aller pratiquer un sport de loisir. Alors vous, justement, en tant que président du comité handisport de Guyane, vous connaissez beaucoup de personnes qui pratiquent le sport, qui militent comme ça pour continuer à pratiquer un sport malgré tout ? Ben justement, en fin de compte, c'est grâce à la loi 2005, la loi pour l'intégration des personnes en situation de handicap, qui, en fin de compte, fait tout pour qu'on puisse pouvoir intégrer ces personnes-là. Donc à tout niveau, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau de la société. Donc le niveau sportif, c'est vrai que maintenant, les gens, ils ont l'impression de découvrir, alors que, en fin de compte, voilà, c'est quelque chose qui, on peut même dire, c'est un lien de résilience par rapport à notre handicap. C'est quelque chose qui nous donne, qui nous permet justement de, si vous voulez, c'est une bouffée d'oxygène par rapport au monde dans lequel on vit de tous les jours. Hein. Alors vous, en tout cas, vous pratiquez un sport ? Aussi. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors moi, je pratique le torbal, qui est un sport de déficient visuel. Ça se passe sur un terrain d'équivalent d'un terrain de volley. Donc c'est un sport avec du retour comme au tennis. Donc en fin de compte, on fait des échanges. Et donc c'est des équipes de 3 personnes. En se basant donc sur le bruit ? Voilà, donc c'est une balle avec des clochettes et effectivement on essaye de marquer des buts avec cette balle. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, selon vous, Monsieur Félix, que les sportifs en Guyane sont finalement bien soutenus vers leur discipline ? Il faut dire qu'on débute, hein. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même, au tout début, aux prémices, hein, puisque bon, il n'y avait rien avant pour les handicapés. Hein. Les personnes en situation de handicap, s'ils voulaient pratiquer un sport, ils étaient obligés de faire des mains, des pieds, des coudes pour essayer de s'incruster dans des clubs valides. Donc c'est ça le souci. Le souci en fin de compte, c'est qu'on n'a pas de structure dédiée aux personnes en situation de handicap. Justement, si je peux lancer un appel, c'est qu'il nous faut du foncier. Il nous faut peut-être un foncier de manière à pouvoir éventuellement accueillir toutes ces personnes-là qui sont là et qui sont livrées à eux-mêmes, qui essayent de se caser avec les valides et donc du coup on s'adapte aux valides. Là par exemple, je suis venu, je suis dans la société, dans le système, je m'adapte au système puisque le système il n'est pas fait pour moi, il n'est pas fait pour quelqu'un de déficient visuel, il n'est pas fait pour quelqu'un en fauteuil, concrètement. Justement, par exemple, avec des instituts comme celui de formation et d'accès au sport de haut niveau, est-ce qu'on avance pour le handisport ou pas du tout ? De toute façon, on avance, madame, on avance, puisque bon, c'est des outils, comme on dit, hein, qui sont là, qui vont aussi nous permettre d'aller de l'avant. Mais il faut dire que on est quand même au début. Hein, on a ici, par rapport au territoire, on a un problème de transport. Donc les personnes en situation de handicap, vous voyez bien, même pour les valides, les personnes en situation de handicap qui ont envie d'aller sur leur lieu pour pratiquer un sport, c'est très 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 difficile. On a ce problème toutes les semaines avec les jeunes qui veulent pratiquer leur sport. Donc c'est vrai que, bon, comme je vous disais, nous, on a de la volonté, le comité régional et les associations qui s'occupent de ces personnes ont de la volonté, ont des idées, ont des projets. Mais bon, maintenant, il faudrait qu'on nous donne les moyens aussi, parce que bon, c'est quand même, là, j'écoutais, là, il y a 2 minutes que vous parliez des peuples amérindiens, ils sont 9000, donc on est à peu près un peu plus, on est à peu près ça aussi, la population des handicapés, en fin de compte. Hein. Donc ça veut dire qu'on est des minorités, on est des poches qui sont là, ici en Guyane, et qu'on fait partie intégrante de la population guyanaise. Tout à l'heure, justement, on parlait de Jean-Rowan Chocho, qui est un Guyanais qui a dû partir en France hexagonale pour s'entraîner. Voilà. En tout cas, en haut niveau. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le soutenir ? On est face à ce genre de problème. Là, on n'a pas que Jean-Rowan Chocho, hein. On a plusieurs, des athlètes de haut niveau. Oui, c'est un exemple. Au niveau de l'handisport, par exemple, on a un jeune, Yehudi, qui est je crois que c'est le seul, c'est un handicapé qui a battu Loïc Prévost au 100 mètres.
ici en Guyane. C'est un des rares qui l'a battu. Et pourtant, il est handicapé. Donc lui, il a intégré le pôle Reims de sport adapté. Donc c'est un athlète de haut niveau aussi. C'est un jeune qui est là. Son père, heureusement son père, qui est journaliste et qui s'occupe de lui, le permet, il a 17 ans, lui a permis de pratiquer, c'est grâce à son père. D'ailleurs, vraiment, je le félicite, ce monsieur et ses parents courageux qui, justement, assistent leurs enfants et lâchent pas l'affaire, justement, parce que, voilà, Jean-Juan Chouchou, c'est pareil, sa mère, c'était pareil. Hein. C'est grâce à sa mère qui fait qu'il est là. Donc nous, maintenant, il faut qu'on amène ces structures-là pour pouvoir aider ces parents-là, pour pouvoir aider nos jeunes Guyanais qui sont pleins de potentiel. On a un autre jeune qui est prêt à partir aux Jeux paralympiques au mois de septembre, qui est M. Fégan. Landry Fégan, il n'a pas les moyens. Un jeune amputé, ben voilà, ben c'est-à-dire que nous, on est en train de se battre. On fait des pieds, vous savez, nous, on est des bénévoles hein, au niveau du comité. Je vous dis qu'on passe des nuits blanches hein, à monter des dossiers, à téléphoner en France, enfin bon, voilà. Mais bon, comme il faut le faire, ben on le fait et on le fera. Le combat est intense, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Poulain Félix, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le transport pour tous est encore loin d'être une réalité en France. Près d'un ménage sur deux possède une voiture, mais dans les DOM, la plupart des ménages en possèdent deux. Des véhicules dont l'entretien est largement plus élevé qu'en hexagone, plus cher d'au moins 2 000 € par an selon une étude de l'Observatoire des prix, des revenus et des marges. Comment expliquer un tel écart des prix? Explication, Yvan Lemar et Patrick Curie. Coût d'achat, coût de financement, coût de l'assurance, coût du carburant et coût de l'entretien, voici les différents points pris en compte dans cette étude. Un constat, sur un an, selon les catégories de véhicules, l'écart budgétaire varie de 34 à 56%, soit plus de 2 000 € d'écart par rapport à l'Hexagone. Sur ces 2 000 € d'écart, il y a environ 1 000 € qui sont dus à un effet prix du fait du coût de la vie plus important en Guadeloupe. Le deuxième poste de dépense, et ça c'était une surprise de cette étude, c'est qu'on roule beaucoup plus maintenant, en Guadeloupe notamment, qu'en métropole. Mon petit véhicule essence roule en Guadeloupe aujourd'hui 14 000 km en moyenne. Chiffre non contesté et confirmé par une étude de terrain, alors que le même petit véhicule ne roulera plus que 8 000 km en métropole. Et le troisième écart, dans le prix, mais là ça joue pour environ 300 €, c'est effectivement les conditions climatiques. Pour des raisons qu'on n'a pas expliquées, un train de pneus premium de bonne qualité donc dure 2 fois moins longtemps en Guadeloupe ou en Martinique qu'en métropole. Et donc qui dit 2 fois moins longtemps dit des changements plus rapides, et comme vous roulez davantage, dit des changements encore plus rapides donc sur les pièces d'usure. Cette étude a été menée sur les 10 véhicules les plus immatriculés en Guadeloupe, des écarts significatifs qui peuvent être réduits. Je crois que ce qui est important, c'est de confirmer le ressenti des citoyens sur leur budget automobile et de faire jouer la concurrence. Bon, le premier poste sur lequel je pense qu'il faut agir, c'est la concurrence entre les réseaux. Les deux postes après qui sont très importants en termes de coût, c'est le coût du crédit et le coût du financement et le coût de l'assurance. Et là aussi, je pense que c'est aussi aux usagers, aux propriétaires de véhicules de faire jouer la concurrence entre les banques, les sociétés de financement, voire les sociétés d'assurance entre elles. Le développement des transports en commun pourrait aussi permettre de réduire cet écart. Selon cette étude, l'écart observé est sensiblement le même pour la Guadeloupe et la Martinique, mais plus important en Guyane. Et voilà pour votre page locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.